La pièce L'Antichambre a reçu le prix Coup de théâtre 2023 du concours Écriture théâtrale en un acte, organisé par l'École d'art dramatique de Paimpol. Elle a été écrite en hommage aux victimes de la dictature militaire qui s'installa au Chili au moyen d'un coup d'État perpétré par les forces armées sous le commandement du général Augusto Pinochet le 11 septembre 1973. Ce putsch a renversé le président socialiste, le docteur Salvador Allende, élu démocratiquement 1000 jours plus tôt. Le dictateur quitta le pouvoir en mars 1989 à la suite de sa défaite dans le référendum d'octobre 1988. Ce texte est né de l'écriture et de la mise en scène de la pièce Piedras Blancas ou Les tortionnaires du dictateur, coécrite avec Maria Isabel Mordorovich. Dans l'antichambre, le major de l'armée de terre, Manuel Contreras, directeur du service de renseignement, est interrogé séparément par son avocate et par un magistrat juge d'instruction. Le major porte donc le discours de la hiérarchie militaire durant des années de la dictature. Cet enregistrement a été réalisé par Walid Ben Medjedel avec Henri Joannard dans le rôle du magistrat, Firmin Rodriguez dans le rôle du major, Graziella Sanchez dans le rôle de l'avocate et Patricia Joannard la voix de la narratrice. Une pièce de Mario-Paul Aouès Blanchet, mise en scène par l'auteur. Nous sommes dans un bureau du palais de justice, sur une grande table de travail. On voit plusieurs dossiers, de part et d'autre de la table. Un fauteuil de bureau et une chaise. Accolé à un mur, une bibliothèque où l'on voit quelques verres, une bouteille de cognac et une chaîne IFI. Le major, assis sur la chaise, écoute le concerto pour violon et orchestre de Beethoven quand le magistrat entre dans le bureau. Excusez-moi, j'ai été retenu. Aucune importance, monsieur. Alors, dites-moi, comment préférez-vous que je vous appelle ? Je ne vous comprends pas, monsieur. Mais enfin, Contreras, voulez-vous que je vous appelle Major, oui ou non ? Faites comme vous l'entendez, monsieur. Dois-je sous-entendre que cela vous indiffère ? Si j'ai bien compris, monsieur le juge, j'ai été démis de mes fonctions. En effet, vous ne faites plus de partie de l'armée de terre. C'est ce que j'ai cru comprendre, monsieur le juge. Alors ? Comme vous voudrez, monsieur. Vous avez raison, cela m'est totalement indifférent. Bien, Major. Je vous appellerai Major. Cela me semble en adéquation avec votre situation. Surtout parce qu'il s'agit d'évoquer votre passé. Alors faites. Pour être franc avec vous, Major, je ne sais pas vraiment par où commencer. Je ne vous comprends pas, monsieur le juge. Vous ne comprenez pas ? Non, monsieur, je ne comprends pas. Vraiment ? Je ne comprends pas votre hésitation, monsieur le juge. Je vois. En fait, pour être parfaitement honnête, monsieur le juge, je ne comprends pas grand-chose à ce qui m'arrive. Ce n'est pas... Enfin, je ne comprends pas, tout simplement. Et si vous arrêtez votre petit jeu, Major ? Mais quel petit jeu, monsieur ? Voyez-vous, je serais très étonné que vous ne compreniez pas. C'est la vérité, monsieur le juge. Vous êtes d'un cynisme sans égal, Major. Mais non, monsieur le juge. Pourquoi dites-vous cela ? Vous prétendez ne pas savoir pourquoi vous êtes dans ce bureau. Ah non, ça c'est clair, monsieur le juge. Il est évident que je suis ici pour subir un interrogatoire, monsieur. Non, Major. Pour être précis, ce n'est pas pour subir un interrogatoire, mais pour vous soumettre à un interrogatoire. Vous jouez avec les mots, monsieur. Pour moi, subir, se soumettre, il n'y a pas de différence, monsieur. Vous, par contre, vous êtes quelqu'un de cultivé, vous êtes juriste. Ça n'a rien à voir. Et vous êtes un homme riche aussi, je le sais. Il ne s'agit pas de moi, Major. Cet interrogatoire ne concerne que vous. Et puis je suppose qu'on vous a bien expliqué qu'il ne s'agit pas d'un interrogatoire juridiquement parlant. C'est plutôt une conversation. Je n'ai pas bien compris la différence, monsieur le juge. Ce genre de subtilité m'a toujours échappé. Le président de la République et le commandant en chef de l'armée de terre se sont mis d'accord pour vous permettre de vous exprimer devant un magistrat une dernière fois avant le début de votre procès. Oui, cela je l'avais compris, monsieur le juge. Si c'était un interrogatoire, ce que vous allez dire ici pourrait être utilisé contre vous durant le procès, si jamais vous dites quelque chose.
Et ce ne sera donc pas le cas? En effet, ce ne sera pas le cas, parce que le commandant en chef de l'armée de terre a consenti à ce que nous tenions cette entrevue sous la condition que vos réponses ne soient pas utilisées à l'encontre de vos intérêts, Je vois. ni à l'encontre des intérêts d'institutions militaires. Cette institution dans laquelle vous avez servi durant tant d'années, et en particulier durant le régime militaire. Bien sûr. Alors, dans ces conditions, Major, êtes-vous toujours d'accord pour que nous ayons cette conversation? Comme vous voudrez, monsieur le juge. Non, Major, ce n'est pas comme je veux, mais comme les accords entre votre hiérarchie et le président de la République le prévoient. D'accord, monsieur. Et évidemment, en conformité avec les lois de la République. Bien sûr, monsieur le juge. Alors, Alors, soit. bien. Comprenez-vous que si vous êtes aujourd'hui à portage d'un procès et que si vous avez été démis de vos fonctions, c'est parce que vous n'avez pas respecté certaines lois de la République? Je ne sais pas quoi vous répondre, monsieur le juge. Vous ne savez pas. Non, monsieur le juge. Expliquez-vous. Monsieur le juge, je ne sais pas. Je ne comprends pas votre question. Et pourtant, ce n'est pas la question la plus difficile que je pense devoir vous poser, Major. Vous savez, monsieur le juge, j'ai l'impression que... Comment vous dire? J'ai l'impression que nous tournons autour du pot, si vous me permettez l'expression. Ne pourrions-nous pas, je ne sais pas, avancer? D'accord, Major, d'accord, avançons. Je vous écoute. Il est prévu que je vous entende sur un certain nombre de faits qui nous ont été rapportés. De quel fait s'agit-il, monsieur le juge? Je voudrais commencer par des considérations d'ordre général, si vous le permettez. J'aimerais connaître votre opinion sur ce bilan dont certaines sources d'information ont fait état dans les médias. Très bien, monsieur. Bien que les médias, vous savez... Laissez-moi vous lire ces chiffres, Major. 1 million de personnes se sont exilées ou ont été expulsées. 3200 sont mortes ou ont été déclarées disparues et 38 000 ont été torturées. Tout cela pendant la dictature militaire. Est-ce que vous contestez ces chiffres? Ou du moins leur ordre de grandeur? Je ne saurais ni les accepter ni les contester, monsieur le juge. Comment ça, Major? Tout dépend des personnes dont vous parlez, de la période au cours de laquelle ces tragédies se seraient produites, en admettant qu'elles se sont effectivement produites. Nous disposons de suffisamment d'éléments nous permettant de croire que ces faits se sont produits, Major. D'accord. Alors, j'aimerais, et je vous le demande avec tout le respect que je vous dois, que vous précisiez la façon dont ces exactions auraient un rapport quelconque avec ma personne, monsieur. il s'agit de la période s'étalant du 11 septembre 1973 au 31 octobre 1988, c'est-à-dire du jour du coup d'État au jour de la défaite du général dans le référendum qui lui aurait permis de rester au pouvoir encore pendant 6 ans, sinon plus. C'est très vaste. 182 mois, Major. Mais vous avez probablement des marges plus étroites pour chacun des faits dont vous parlez, n'est-ce pas? Dans certains cas, oui, Major. Dans d'autres, malheureusement, il nous a été impossible de définir des intervalles de temps aussi réduits que nous l'aurions souhaité. Ah, je vois. Mais les précisions que vous me demandez, Major, ne remettent pas en cause le nombre total de cas recensés. Voyez-vous? Et quant aux responsables présumés de ces événements... Quant aux responsables de ces événements, comme vous le rappelez, je souhaiterais commencer par les victimes des actes de torture perpétrés dans des centres créés à votre initiative et dont le personnel avait été formé suivant vos consignes. Des consignes répondant à une conception très personnelle de la sécurité nationale. Comme je viens de vous le dire, il s'agirait de 38 000 victimes. Monsieur le juge, soyons clairs. Je n'attends que ça, Major. Si les forces armées ont pris en main le destin du pays, c'était uniquement pour sauver la patrie de la corruption et du danger que le communisme représentait pour les libertés individuelles et collectives. C'était un besoin impérieux. Major, s'il vous plaît. C'est la vérité, monsieur le juge. Vous prétendez donc avoir agi au nom de la liberté? Oui, monsieur. Et quelle est votre définition de la liberté, Major? Je ne vous suis pas, monsieur. Dites-moi ce que vous entendez, vous, par liberté, Major. Moi, j'entends par liberté la même chose que tout le monde. La même chose que vous, je suppose. La liberté de culte? Évidemment, bien que chez nous, nous sommes tous chrétiens. Mais rien n'empêche d'avoir d'autres croyances, bien sûr. Ou aucune? Aucune. Alors cela commence à devenir problématique, je pense. Problématique? On ne peut pas remettre en question l'existence de Dieu, monsieur le juge. Nous sommes bien d'accord, j'espère.
Je suis catholique, en effet. Mais cela ne me prive pas d'avoir des amis qui sont athées ou agnostiques. Pour vous, cela constitue-t-il un problème? Écoutez, monsieur le juge, je vois où vous voulez en venir. Par la faute des mécréants, la nation a couru l'un des risques les plus importants de son histoire depuis la guerre de l'indépendance. Les gens qui ne croient pas en Dieu se sont constitués en groupes d'action politique et se trouvent être la source des mouvements terroristes en notre pays. Vous ne l'ignorez pas. Vous n'ignorez pas aussi que dans d'autres pays, la terreur est semée par des groupes de très fervents croyants, n'est-ce pas? Pas dans notre pays, monsieur, Dieu merci. Alors la liberté de culte, oui, mais dans les limites que les autres libertés lui imposent. Bien. Prenons-en une autre. La liberté d'entreprendre? Ah, je suis rassuré que vous la mentionniez, monsieur. Naturellement, la liberté d'entreprendre. Sans elle, pas de propriété privée, vous le savez bien. Et sans propriété privée, un État omniprésent et omnipuissant. Toutes les activités économiques, la production des biens et des services, toutes définies et contrôlées par l'État. La liberté d'entreprendre est sans doute la liberté fondamentale de notre modèle de croissance. Dois-je conclure que vous connaissez plutôt bien les fondements de la théorie économique de Milton Friedman et ses conséquences sur la finance et le développement social? De qui parlez-vous, monsieur? Excusez-moi, je n'ai pas bien entendu. L'économiste de l'école de Chicago, Monsieur Milton Friedman. Milton Friedman? Ça ne me dit rien, monsieur. J'en suis désolé. Il nous a rendu visite quelques années plus tôt. Non, monsieur, je n'en garde aucun souvenir. Mais vous saviez que notre pays était un laboratoire d'expérimentation de ces théories, n'est-ce pas? Un laboratoire d'expérimentation? Honnêtement, monsieur le juge, je ne sais pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas. Non, monsieur le juge. Le modèle ultralibéral néocapitaliste ne vous dit rien, Major? Non, monsieur. Le programme économique du général n'était pas rédigé en ces termes-là. Le général voulait redonner au pays son indépendance et sa liberté d'entreprendre. Son programme économique encourageait, facilitait et protégeait l'entreprise et la propriété privée des moyens de production. Contrairement à ce que le président socialiste avait commencé à faire, des nationalisations à outrance, déposséder les gens de leurs entreprises, transformer les travailleurs en esclaves de l'État. Nous l'avons bien vu dans les premières années de son mandat, en 1971 et 1972, je dirais même que nous sommes intervenus juste à temps. Juste à temps. Bien sûr, monsieur le juge, avant que ce processus ne devienne irréversible, comme les communistes le voulaient. Très bien, je poursuis. Aussi la liberté d'expression? Oui, bien sûr, sauf s'il s'agit de propos qui encouragent le terrorisme et qui portent atteinte aux autres libertés, évidemment. Et je finirai avec la liberté de mouvement. Évidemment, la liberté de se déplacer où l'on veut et quand on veut. Mais pas pour poser des bombes, ça va de soi. Voyez-vous, Major, la liberté constitue un sujet majeur dans l'histoire de l'humanité, aussi bien la notion de liberté que son exercice. Il se peut qu'une liberté soit nécessaire pour en défendre une autre, et que cette autre ne soit pas parmi celles qu'on souhaiterait promouvoir, ou que la liberté nécessaire pour promouvoir celle que l'on souhaite ne fasse pas partie de celle que l'on voudrait autoriser. Je ne sais pas quoi vous répondre, monsieur le juge. Je crains de ne pas avoir une préparation suffisante pour aborder sérieusement ce sujet. Je ne suis qu'un soldat aimant ma patrie, monsieur. Vous êtes un homme cultivé, un avocat, vous avez fait des études quand vous étiez jeune. En effet, Major. Si j'ai bien compris, vous n'avez jamais arrêté d'en faire. C'est vrai. Et pourtant, c'est à vous, enfin, à des personnes comme vous, que la loi a confié la défense armée de la nation, et par là même, la défense de ses valeurs fondamentales. On vous a confié une responsabilité d'une envergure sans égale, ne trouvez-vous pas? Bien sûr, monsieur, et les forces armées de notre pays en sont parfaitement conscientes. Nous avons toujours essayé d'être à la hauteur des défis que l'histoire nous a posés, monsieur. Ce qui me conduit à vous poser la question suivante. Voulez-vous me donner votre sentiment sur l'opération Condor? L'opération Condor? L'opération Condor, Major, parce que je suppose qu'elle s'inscrit dans la perspective que vous évoquiez à l'instant. Bien sûr, monsieur le juge. L'opération Condor a même été qualifiée de recours essentiel dans le cadre de la guerre sainte. La guerre sainte?
Mais de quoi parlez-vous, Major? La guerre sainte était la lutte contre le terrorisme dans notre pays, comme dans d'autres pays à la même époque. C'est en ces termes qu'un assesseur juridique paraguayen a désigné cette guerre. Un combat sans relâche, je le cite, pour empêcher la tache rouge communiste de se répandre. C'est ce qu'il disait. Un grand homme, monsieur le juge. Et comment s'appelait-il, cet homme? Je ne m'en souviens pas, monsieur. Ce n'est pas grave. Mais aussi d'autres personnes de prestige international nous ont soutenus dans ce cadre, monsieur. Par exemple? Plus tard, je ne me souviens pas de la date exacte, mais cela a dû se passer au cours de l'année 76, un ministre de l'Intérieur français nous a rencontrés. C'était à Buenos Aires. Je n'y étais pas, monsieur le juge, mais nous avons eu un compte-rendu très complet de ces rencontres. C'est à la suite de ces réunions que nous avons été félicités pour avoir intégré la police dans nos plans stratégiques et dans notre tactique. Il n'était donc pas prévu de faire participer la police dans l'intervention militaire? Pour être franc, monsieur le juge, je dois vous dire que je n'étais pas du tout rassuré de l'opportunité de cette mesure en 1973. Je me méfiais d'une institution qui ne dépendait pas du ministère de la Défense nationale. Bien sûr. Mais le général a eu l'intelligence et la sagesse de la faire passer du ministère de l'Intérieur au ministère de la Défense assez rapidement, en septembre 1974. Parce qu'il fallait tout contrôler de près, monsieur, et en interne de préférence. Et c'est à cette époque que vous créez vos escadrons de la mort, comme on convient de les appeler, n'est-ce pas? Oui, mais ce nom a été choisi par nos ennemis, les politiciens, monsieur. Vous le savez très bien. Non, Major, ces détails m'échappent. Ce qu'il faut comprendre, monsieur le juge, c'est que nous, les militaires, nous défendons les valeurs et les intérêts de la patrie, contrairement aux gens qui font de la politique. Ces valeurs seraient bafouées par la gauche au pouvoir, monsieur. Bafoué? Elles risquaient de disparaître pour toujours. Vous le savez bien. L'existence de Dieu serait remise en cause, notre idée de famille serait proscrite, mais la propriété privée serait bannie du pays. Et vous en étiez sûr? Monsieur, on voyait bien que le président de la République était grossièrement manipulé par des groupuscules extrémistes inspirés des idéologies étrangères. Les esprits éclairés et clairvoyants du pays le savaient. Ils nous ont sollicités. Et nous, les militaires, nous avons répondu loyalement à leur appel. Pourtant, ces esprits éclairés et clairvoyants, comme vous les appelez, appartenaient dans une immense majorité à une seule et même classe sociale. Vous ne l'ignorez pas à l'époque, et vous le savez pertinemment aujourd'hui, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais posé cette question, monsieur. Mais, sans vouloir vous offenser, j'avais compris que même des membres de votre propre famille faisaient partie de ces personnes. En effet, Major, je ne l'ignore pas, mais cela ne justifie pas les atrocités qui nous ont été rapportées par les victimes qui ont survécu à vos interrogatoires et par des proches de celles qui ont succombé à la torture. Excusez-moi, monsieur. Vous ne vous sentez pas bien, Major? Ça va, monsieur, ça va. Mais si vous permettez, pourrais-je avoir quelque chose à boire? Bien sûr, Major. Ce cognac vous convient-il? Oui, monsieur, merci. Alors... vous disiez? Les méthodes d'interrogatoire n'étaient pas mes méthodes, monsieur. Nous avions adapté à la situation nationale des procédures déjà mises en œuvre avec beaucoup de succès dans d'autres guerres, dans d'autres pays du monde. Dont, par exemple, l'Allemagne de Hitler, l'Italie de Mussolini, la guerre du Vietnam? Peut-être, monsieur, mais aussi les guerres coloniales, monsieur le juge. La guerre d'Algérie menée par la France, notamment. Et ce n'est qu'un exemple. De toute façon, la doctrine dont vous parlez avait été standardisée et formalisée dans une institution de prestige international en matière de sécurité interne des pays occidentaux. C'était The Western Hemisphere Institute for Security Cooperation. Vous connaissez? En effet, Major. Un institut mieux connu sous le nom
d'école militaire des Amériques. Exactement. Créée en 1946, monsieur le juge. Ça date, hein? Alors, nous avons été soutenus par des experts de cette école pour former nos officiers, nos sous-officiers et même les effectifs civils qui nous ont rejoints. Quand vous parlez du personnel civil, vous faites allusion à des médecins et des infirmières qui ont participé aux interrogatoires, je suppose. Oui, monsieur. Il y avait aussi des aides-soignantes, des psychologues et des psychiatres. C'était une magnifique équipe de professionnels imbus de patriotisme, monsieur. Ouais, pas seulement de patriotisme, je suppose. Et vous étiez chargé personnellement de la logistique correspondante, n'est-ce pas? Le général m'avait nommé à la tête de la direction d'intelligence nationale et je devais créer des centres formation aux nouvelles techniques de renseignement. Je devais trouver et aménager des endroits propices pour y amener des officiers et des sous-officiers et les former en un temps record. Nous cherchions des hommes jeunes, de préférence, et des femmes aussi, bien sûr. Et comment avez-vous procédé? Assez rapidement, j'ai instruit la réquisition d'un village vacances dans la station balnéaire Les Roches de Saint-Domingue. Ce serait notre premier centre. Donc, un village vacances que le président de la République avait fait construire pour les travailleurs. Non, monsieur, pas pour les travailleurs, pour les communistes, monsieur le juge, pour les membres du syndicat CUT, la Confédération unique des travailleurs. Vous le savez bien, monsieur le juge. Je ne suis pas de votre avis, mais cela n'a aucune importance. Nous n'allons pas nous attacher sur ces détails. Mais c'est important, monsieur, parce que... Non, Major, cela n'a aucune importance. Je vois bien que vous attachez une très grande importance à la militance politique ou syndicale des personnes que vous ou vos subalternes ont arrêtées puis torturées. Mais un peu de respect, un peu de dignité, Major, s'il vous plaît. Comme vous voudrez, monsieur. Je ne suis pas un politicien, moi. Je n'ai jamais fait de la politique. Je ne suis qu'un soldat. Le rôle d'un soldat, monsieur, c'est de mettre en œuvre la stratégie définie par ses supérieurs. Bien sûr, la stratégie définie par vos supérieurs, enrichie avec vos efficaces contributions théoriques et pratiques. Monsieur. Oubliez-le, je retire ce que j'ai dit. Bien, monsieur. Je suppose que vous conviendrez que certains militaires n'avaient pas la même appréciation que vous de la situation politique nationale, n'est-ce pas? Monsieur, seules les forces armées étaient en position de sauver le pays. Il a fallu neutraliser les éléments susceptibles de les trahir. Aucun régiment ne devait se rallier du côté du président de la République. Et de quelle façon avez-vous procédé? Développez si vous voulez bien. Dans la marine, dans l'aviation et dans la police, nous avons commencé par arrêter les officiers de haut rang dont on connaissait la position politique de gauche ou leur affinité personnelle avec le président. Et après les avoir arrêtés, qu'avez-vous fait avec eux, Major? Dans certains cas, ils ont été transférés à la justice militaire, monsieur. Dans d'autres, je l'ignore. Je n'ai pas eu de leurs nouvelles après leur arrestation. Et il y a aussi ceux qui ont fui le pays, monsieur. Ils ont échappé à la justice alors qu'ils avaient trahi la patrie. Et parmi eux, ceux qui ont été sommairement exécutés à l'étranger, au moyen d'un attentat terroriste, comme les opérations que vous condamniez dans notre pays. Des groupes terroristes, il y en a partout, monsieur le juge. Nous n'étions pas responsables de ce qui pouvait arriver à ces traîtres qui s'étaient cachés à l'étranger. Je vois. Voulez-vous un autre verre? Volontiers, monsieur, merci. Bien. Bien. Est-ce que nous avons fini, monsieur? Non, Major, je voudrais évoquer maintenant votre prochain procès, si vous voulez bien. Comme vous voudrez, monsieur. Bien. Alors, dites-moi, Major, connaissez-vous les dispositions légales relatives à l'application de la peine de mort dans notre pays? Naturellement, monsieur. La peine de mort a été abolie en 2001. C'est ça. Sous la présidence de notre homme socialiste, un socialiste lui aussi, comme celui que vous avez renversé 18 ans plus tôt, et qui a quitté le palais présidentiel couché dans un brancard Major qui lui servait de cercueil, car il était mort. Mais la peine de mort, monsieur, elle reste inscrite dans le code de justice militaire. Oui, et vous avez certainement dans quelles circonstances le code militaire prévoit de l'appliquer? Uniquement en temps de guerre et pour les 4 délits que sont la trahison à la patrie, la rébellion, la conspiration et la désertion. Et vous n'ignorez pas que vous êtes jugé actuellement selon le code pénal de la justice civile? Je le sais, monsieur, et je ne comprends pas de quoi on m'accuse.
J'ai suivi les ordres du général. Il était le président de la République et le commandant en chef des armées. Vous ne comprenez pas de quoi on vous accuse. C'est-à-dire que... J'ai sous mes yeux 25 plaintes des parties civiles, toutes reconnues recevables. Les faits de torture ayant entraîné la mort ont donné lieu à des chefs d'accusation dans chacun de ces cas. Je n'ai tué personne, monsieur. Cela reste à prouver, Major. Cela dit, vous avez assuré à vos subalternes ayant pratiqué la torture que si jamais la pratique de ces méthodes éclatait au grand jour, vous assumerez l'entière responsabilité. Ou je me trompe? C'est vrai, monsieur. De la même façon que moi, monsieur le juge, j'attends que mes supérieurs l'assument. Connaissez-vous la peine encourue actuellement pour un homicide qualifié d'assassinat? Entre 20 et 30 ans, monsieur, si je ne me trompe pas. Vous ne vous trompez pas. Et vous n'ignorez pas, Major, que dans notre pays, les peines sont accumulatives. Et je le sais, monsieur le juge. Ce qui veut dire que vous risquez au moins 500 ans de prison. Oui, monsieur. Incompressible. Oui. Cela ne vous effraie-t-il pas? Je pense que me condamner pour des crimes que je n'ai pas commis constituerait une grave injustice, monsieur. Oui, une telle injustice est effrayante. Bien sûr, monsieur le juge. Il s'agirait donc d'une injustice, selon vous? Nous étions en guerre, monsieur. Dans une guerre, il y a souvent des morts. Et quand il est inéluctable qu'il y ait des morts, alors s'ils ne sont pas d'un côté, ils seront de l'autre. Je ne vous parle pas des victimes tombées dans les combats, Major. D'ailleurs, je ne sais pas à quel combat vous faites référence. Aucune des plaintes dont je vous ai parlé ne fait allusion à des affrontements armés entre vos forces et celles de l'opposition à la junte militaire. Aurait pu destiner à des combats. Je vous parle des gens morts sous la torture dans vos centres de renseignement. Les personnes détenues dans les centres de renseignement étaient pour la plupart des prisonniers de guerre, monsieur. Ces gens-là, hautement dangereux pour la société, ont été traités comme il fallait, comme des prisonniers de guerre, monsieur. Étiez-vous conscient que vous ne respectez pas certaines conventions internationales sur le traitement des prisonniers de guerre? Vu que nos ennemis ne les respectaient pas, monsieur le juge, nous étions en guerre, en état de guerre interne. Une guerre interne entre 4 forces armées plutôt bien équipées et une minorité de civils presque totalement désarmés. L'ennemi était armé, monsieur le juge. L'avenir du Chili dépendait de nous. Nous ne pouvions pas faillir. Quand nous arrêtions des gens par erreur, nous les libérions. Enfin, lorsque cela était possible. Il fallait éradiquer le mal jusqu'aux racines. Nous avons sauvé des vies, monsieur le juge. Nous avons sauvé des milliers de vies, peut-être même des millions de vies. Nous avons sauvé des personnes comme vous. Rasseyez-vous, s'il vous plaît. Comment est-ce possible que les gens ne comprennent pas ça? Revenons sur la localisation de vos centres de renseignement. Nous avons des déclarations qui font état, outre le village vacances, dans la station balnéaire Les Roches de Saint-Domingue, d'un centre non loin de la ville de Linares et d'un troisième dans un quartier résidentiel dans la capitale, à Santiago. Oui, Confirmez-vous? Oui, monsieur. Le centre Colonia Dignidad et la clinique Santa Lucia. Pourriez-vous me dire, avec vos propres mots, ce que vous me demandiez à vos effectifs dans ces centres? Bien sûr. Tout d'abord, un don de soi total et une obéissance absolue. Ensuite, se renseigner sur les organisations terroristes, parce qu'il en existait beaucoup. Découvrir leur fonctionnement, la façon de communiquer entre elles, afin de déjouer leurs plans. Je ne vous demande pas de décliner les objectifs stratégiques de votre service, mais de me dire, si vous voulez bien, ce que les tortionnaires devaient faire avec leurs victimes. Mais monsieur le juge, pourquoi parlez-vous de tortionnaires et de victimes? Il y avait dans ces centres de détenus, prisonniers de guerre et le personnel qui menait les interrogatoires. Il n'y avait ni victimes ni tortionnaires. Je reviendrai sur cette question plus tard, Major. Je constate que vous n'êtes pas prêt à rentrer dans les détails. Vous avez évoqué le besoin de déjouer les projets de l'opposition à la junte militaire. Parliez-vous du plan Z? Entre autres, oui. Mais effectivement, le plan Z, préparé par les communistes avec la collaboration de groupuscules armés, a retenu notre attention pendant très longtemps. Et nous savons aujourd'hui que ce plan Z n'avait jamais existé, n'est-ce pas, Major? Aujourd'hui, nous le savons, monsieur le juge. Mais à l'époque, nos services de renseignement avaient fait état d'un plan orchestré par le Parti communiste avec l'appui tactique d'autres organisations extrémistes.
Un plan qui consistait à prendre le pouvoir par les armes et transformer notre pays en une république socialiste alliée de Cuba et de l'Union soviétique. Aviez-vous recueilli des détails plus précis sur ce plan Z, Major? Quelles étaient les actions prioritaires que ces groupes accompliraient au sein de la population civile et des forces armées? Selon les informations dont nous disposions à l'époque, les 12 années de scolarisation passeraient intégralement aux mains de l'État. Les enfants seraient sous le contrôle exclusif de l'État. Leurs parents n'auraient plus aucun droit sur leurs enfants, car on les kidnapperait pour les confiner dans des institutions auxquelles la famille n'aurait pas accès. Ces enfants ne pourraient quitter ces établissements qu'à la fin de leurs 12 années de scolarité. Et vous avez cru que cela aurait été possible? Mais parfaitement, monsieur, quelle question! C'était bien ça la réalité à Cuba et dans l'Union soviétique, non? Parce que vous vous êtes bien renseigné à ce sujet, Major. Ne répondez pas, Major. Cela n'a vraiment aucune importance. Dites-moi plutôt, quelles étaient les autres actions que ces groupes de terroristes comptaient entamer une fois qu'ils auraient accédé par les armes au pouvoir? S'attaquer à la religion, s'attaquer à Dieu, monsieur. Et comment allait-il s'y prendre, selon vous? Non, monsieur le juge, ce n'était pas selon moi. Nous avons reçu des informations indiquant qu'ils allaient réquisitionner les églises, assassiner les prêtres et kidnapper les nonnes. Tout le monde savait cela, monsieur le juge. Je suis très surpris de vous entendre me poser cette question. Major, nos sources d'informations n'étant pas les mêmes, les informations elles-mêmes peuvent ne pas être concordantes. Alors, une fois s'être emparé des curés et des nonnes, qu'allait-il faire? Les violer, monsieur, les violer sauvagement. Les violer, les hommes et les femmes? Oui, monsieur, bon nombre de terroristes étaient des pédés, et il y avait beaucoup de femmes lesbiennes aussi. Même si nos informations ne sont pas les mêmes, Major, c'est très instructif ce que vous dites. J'en déduis donc d'une part que vous condamnez fermement le viol des femmes et des hommes, et d'autre part que vous êtes un fervent défenseur de la religion, du moins de la religion catholique. Évidemment, monsieur, je suis un bon chrétien et un catholique pratiquant. Or, d'après nos informations, les gens sous vos ordres ont fait subir à des femmes détenues des viols à répétition afin de leur estorquer des informations. Cette apparente contradiction déontologique ne vous gêne pas? Je n'ai jamais demandé à mes effectifs d'agir de la sorte, monsieur. Il se peut néanmoins que certains soldats aient pris des initiatives à titre personnel et que des excès par-ci par-là aient été commis. Nous ne pouvions pas surveiller nos effectifs partout et constamment. Pourriez-vous me dire ce que vous entendez par des excès? Non, monsieur, puisque rien de la sorte ne m'a été rapporté durant l'exercice de mes fonctions. Apparemment, vous avez eu écho de procédures répréhensibles que l'on pourrait reprocher à mes subalternes. Or, rien de cela ne peut être attribué à des consignes données par mon service, monsieur, et surtout pas par moi-même. Je dois supposer alors que des tortures telles que les mutilations des extrémités, l'application de fortes décharges électriques sur les organes génitaux des femmes et des hommes, l'introduction de petits animaux, des rats par exemple, dans le vagin des femmes et dans l'anus des hommes, les viols à répétition des femmes et des hommes par des soldats parfois à moitié ivres, ne faisaient pas partie de vos méthodes ni de vos enseignements. Je ne connais pas vos sources d'informations, monsieur. Mais bien sûr que non. Mes sources, Major, sont celles de la justice, les plaintes déposées par les victimes qui ont pu survivre à ces atrocités et par les familles de celles qui n'ont pas survécu. Et ces sources sont très précises et suffisamment concordantes. Ces gens vous mentent, monsieur. Ils mentent. Ce sont des menteurs professionnels et des pervers sexuels. Comment pouvez-vous les croire, monsieur? Restez assis, je vous prie. Nos effectifs savaient très bien qu'il ne fallait pas porter atteinte à une source d'information, qu'ils devaient garder le sang-froid malgré le danger que ces terroristes représentaient pour eux et pour la nation. Les interrogatoires avaient pour finalité obtenir des informations nous permettant de protéger la population, d'éviter les attentats terroristes que ces gens allaient perpétrer, de sauver des vies, monsieur. Jamais un interrogatoire n'avait pour but de tuer la personne détenue, monsieur. C'est absurde, c'est ridicule. On ne tire aucune information d'une personne morte. Et pourtant, certaines personnes détenues sont décédées durant un interrogatoire. Vous en êtes parfaitement conscient, n'est-ce pas? C'est possible. Mais qui sait si ces gens seraient morts aussi en regardant la télévision chez eux? Bien sûr, il y a eu des morts. C'était une guerre. Mais autrement,
C'est nous qui aurions été assassinés, vous et moi, des gens innocents partout dans le pays, explosés comme des rats en sortant de chez eux, dans une station de métro, en rentrant dans la boulangerie du quartier. C'est ça que vous auriez préféré? C'est ça que vous me reprochez? D'avoir épargné à des gens innocents une mort certaine? Calmez-vous et restez assis, s'il vous plaît. Excusez-moi. Je voudrais reprendre le sujet de l'Église, si vous permettez. Aborder le comportement de la hiérarchie ecclésiastique pendant le régime militaire. Pas de problème, monsieur, je vous écoute. Vous qui vous déclarez chrétien et catholique pratiquant, vous n'avez pas été surpris par le fait que le cardinal archevêque de Santiago, monsieur Raoul... Vous qui vous déclarez chrétien et catholique pratiquant, vous n'avez pas été surpris par le fait que le cardinal archevêque de Santiago, monseigneur Raoul Silva Enriquez, ait prêté secours à des représentants de l'opposition au régime militaire. La religion est une chose, l'Église en est une autre, monsieur. Nos aumôniers dans les casernes étaient fidèles à nos valeurs et ils nous soutenaient quotidiennement. Ils nous apportaient le confort moral et la sérénité dont nous avions tant besoin. Mais d'autres personnages, sans doute moins patriotes, n'ont cessé de nous critiquer et de protéger nos ennemis. Les ennemis de la nation, vous le savez bien. Mais je suis certain que Dieu reconnaîtra les siens. Et pourtant, le pape a décidé de se rendre dans notre pays et de soutenir l'action du cardinal en faveur des gens persécutés par le régime militaire. Tout le monde a interprété la visite à sa sainteté à sa manière, monsieur, pour ne pas dire à sa convenance. Qu'est-ce que vous voulez dire, Major ? Nous connaissions parfaitement quelles avaient été les motivations de la venue du pape. Il était lui aussi un combattant comme nous. Depuis sa plus tendre jeunesse, il s'était toujours battu contre le communisme, contre le marxisme-léninisme. À sa manière, bien sûr, avec les moyens dont il avait disposé tout au long de sa vie, et il ne le cachait pas, autrement il ne serait pas venu. Aussi, n'aurions-nous pas accepté qu'il vienne ? Il connaissait d'ailleurs très bien notre doctrine sécuritaire et les méthodes de l'école militaire des Amériques que nous appliquions avec une extrême rigueur. Notre cardinal, en revanche, s'était laissé berner par nos ennemis et finalement il était passé de l'autre côté de la barricade, si je peux me permettre cette expression. Qu'est-ce qui vous autorise à dire ça ? Mais monsieur le juge, tout le monde savait qu'il était devenu petit à petit un ami du président. Ne me dites pas que vous l'ignoriez. C'était peut-être parce qu'il avait conclu qu'il n'y avait aucune raison de craindre sa politique relative à l'Église, ne croyez-vous pas ? C'est à lui que vous devriez poser cette question, monsieur. Comment pourrais-je y répondre ? Quoi qu'il en soit, l'Église avait déjà connu des prêtres extrémistes, et pas n'importe lesquels. À qui pensez-vous quand vous vous exprimez ainsi ? Au pape Jean XXIII, évidemment. Pour moi, monsieur, c'était un communiste déguisé en pape. Il nous a tous trompés. Il a dénaturé l'Église avec ses réformes de soi-disant modernisation de la liturgie. J'ai l'impression que nous nous égarons, Major. Permettez-moi de recentrer notre conversation. Je voudrais revenir une dernière fois aux méthodes d'interrogatoire préconisées et utilisées par vos services. C'est vous qui posez les questions, monsieur. Et je fais de mon mieux pour y répondre, soyez-en certain. Regardez ce revolver, Major. Vous croyez-vous capable, Major, de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité, si je vous menace avec une arme, vous obligeant à me donner les réponses que je veux entendre, aussi éloignées soient-elles de la vérité ? Ne pensez-vous pas que votre instinct de conservation vous inciterait à me donner satisfaction et à vous écarter de la vérité ? Nous, les militaires, nous sommes entraînés à ne pas céder à la contrainte, monsieur le juge. Mais ce n'est pas le cas de la population civile, Major. Ce n'est pas le cas de la population civile. Vos méthodes ont pu conduire les victimes à avouer uniquement ce que vos tortionnaires voulaient leur faire dire. Mais je ne sais pas quoi vous répondre parce que... Alors ne dites rien et écoutez plutôt cette déclaration que je vais vous lire. J'avais les poignets attachés, on m'a couché sur une planche métallique, sur le ventre. Ils m'ont écarté les jambes. On m'a pénétré à plusieurs reprises. On m'a foudroyé avec une décharge électrique appliquée sur mes testicules. Après, je me suis évanoui. J'ai perdu connaissance. Je ne me rappelle plus. Je me suis réveillé dans un lit d'hôpital. Une infirmière m'a dit que j'avais été très courageux, que maintenant je devais me reposer. Je ne sais pas de qui il s'agit. On ne m'a jamais rapporté de telle situation, monsieur. Dans ce cas précis, si vous voulez savoir, il s'agit d'un survivant, Major.
Un homme. D'autres n'ont pas eu cette chance, bien que ce mot ne soit peut-être pas le plus approprié. Nous avons des descriptions faites par des femmes aussi. Elles sont concordantes avec ce traitement qui aurait été dispensé à un homme. Mais bon, je dois comprendre que vous ne souhaitiez pas plus de précisions sur des cas comme celui-ci. Monsieur le juge... Major, vous n'êtes pas obligé de le faire. Comme je vous l'ai dit au début de cet entretien, vous êtes ici parce que vous avez accepté de tenir une dernière conversation avec moi. Enfin, pas avec moi en particulier, mais avec une personne comme moi, un magistrat. Mais il ne s'agit pas d'un interrogatoire au sens juridique du terme. Je sais, monsieur. Vous avez accepté de me parler, mais finalement, vous n'avez pas dit grand-chose. Mais mis à part vos convictions relatives à la doctrine de la sécurité interne et vos craintes non fondées que l'alliance de la gauche avec l'extrême gauche s'empare du pouvoir par les armes, si vous êtes d'accord, nous pouvons considérer que notre conversation touche à sa fin. Je suis d'accord, monsieur le juge. Bien. Avant de clore définitivement cet entretien, je souhaiterais savoir si vous avez un vœu à formuler en toute confidence, bien entendu. Un vœu, monsieur? Comment ça, un vœu? Formuler quelque chose qui vous tient à cœur. Cela peut vous concerner personnellement, ça peut être en rapport avec votre ancienne hiérarchie ou avec l'institution militaire à laquelle vous appartenez. Quelque chose relative à vos anciens subalternes ou, pourquoi pas, avec les victimes de votre doctrine sécuritaire, de vos tortionnaires. Ressentez-vous le besoin de vous exprimer à ce propos? Je ne m'attendais pas à une telle demande, monsieur. Réfléchissez maintenant alors, rien ne presse, Major. Je ne sais pas, monsieur le juge, je n'en sais rien. J'avais prévu une conversation beaucoup plus longue, Major. Prenez votre temps, je dois partir. Non, restez, je ne veux pas... S'il vous plaît, restez. Très bien, Major. J'ai cru que vous préféreriez réfléchir en mon absence. Prenez votre temps, Major. Prenez votre temps. Ce que j'aimerais le plus, c'est de comprendre. Comprendre comment se fait-il que je me retrouve aujourd'hui dans cette situation inouïe, après avoir servi ma patrie avec loyauté et dévouement, après l'avoir sauvée, parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour lui éviter un carnage dont elle ne se serait jamais remise. Je ne peux imaginer que le général, le plus grand serviteur du pays, probablement dans toute son histoire de nation indépendante, soit lui aussi jugé pour des crimes dont il aurait été responsable. C'est à la justice de décider s'il a vraiment été ou non, Major. Comme pour vous et pour d'autres, Major. Mais tout cela n'est qu'une mascarade, une grossière mascarade qui me blesse profondément. Nous avons exterminé des extrémistes, des terroristes, mais nous serons peut-être condamnés comme des criminels, alors que c'étaient eux les meurtriers. Je ne comprends pas, monsieur le juge. Des personnes comme vous, le meilleur de notre société, la bourgeoisie castillane-basque, pourquoi se prêter à ce jeu macabre qui noircira à tout jamais l'histoire de notre pays? Comment cela a-t-il pu arriver? Qu'est-ce qui n'aurait jamais dû arriver, Major? Réfléchissez. Vos exactions ou le procès que nous instruisions contre les présumés responsables? Je ne sais pas, monsieur le juge, je ne sais pas. Et c'est cela que j'aimerais comprendre, voyez-vous. Je voudrais qu'on m'explique, monsieur le juge. Mais au fond de moi, je suis certain que vous aussi, vous ne comprenez pas. Dites-moi que vous aussi, vous ne comprenez pas. Dites-le-moi, dites-le-moi. Bien, Major. Je dois vous laisser. Je vais vous laisser. Avec votre conscience. Réfléchissez à tout ce que vous avez fait. Si vous êtes croyant, et c'est ce que j'ai cru comprendre. Alors, pensez à votre procès dans l'au-delà. Nous, les êtres humains, nous sommes imparfaits. Nous pouvons nous tromper. Notre justice est très probablement imparfaite, elle aussi. Mais la nation s'en servira pour vous juger d'au moins 25 chefs d'accusation pour assassinat. Cela veut dire donner la mort avec préméditation, avec l'intention de la donner. Et cela peut vous coûter 5 siècles de prison, sinon plus. Arrêtez de me le rappeler, je ne le sais que trop bien. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de nous revoir. Une greffière viendra. Je ne sais pas si nous aurons l'occasion de nous revoir. Une greffière viendra vous chercher assez rapidement. Au revoir, Major. Au revoir, monsieur le juge. Au revoir, ou plutôt adieu. Un très beau revolver.
Mais où est-elle passée, cette putain de greffière? Bonjour, Major. Ah, vous êtes là. Ça commençait à devenir long. Pardon? Je vous attendais. Monsieur le juge m'avait prévenu à votre arrivée. Je trouvais le temps long, mais fort heureusement, vous êtes là. Madame la greffière, on peut partir? Excusez-moi, Major, vous faites erreur. Comment ça, erreur? Tout d'abord, je ne suis pas greffière. Et ça, vous le savez, n'est-ce pas? Ensuite, je ne sais pas quel juge aurait pu vous avertir de ma présence ici, dans ce bureau, ce matin. Un collègue m'a dit que vous étiez ici, et j'ai pris à l'instant la décision de passer vous voir. Ah, il s'agit très probablement d'un malentendu. Je le suppose aussi, oui. Et si vous n'êtes pas la greffière que monsieur le juge m'a annoncé, puis-je vous demander de me dire qui vous êtes? Mais, Major, qu'est-ce qu'il vous arrive? Vous ne me reconnaissez plus? Vous reconnaître? Mais madame, que je sache, nous ne nous sommes jamais rencontrés auparavant. Ou alors, avec votre pardon, je m'en souviens pas du tout. Major, je ne pense pas que votre ironie nous fasse avancer dans la bonne direction. Je suis parfaitement consciente que vous ne m'estimez pas trop, que vous auriez préféré avoir une autre personne pour vous défendre. Ben vous êtes, vous, parfaitement conscient aussi qu'aucun avocat parmi ceux auxquels vous faites confiance n'a voulu vous prendre comme client. Alors arrêtez ce jeu pervers. Si vous voulez que je parte, vous n'avez qu'à me le demander. Écoutez, madame, je ne sais pas qui vous êtes, ou du moins, je sais que vous n'êtes pas la personne qui assurera ma défense. C'est vrai ce que vous dites, je n'ai pas réussi à convaincre mes amis juristes de s'occuper de moi. J'avais compris que j'aurais un avocat commis d'office. J'ai été au téléphone avec... Mais alors, c'était vous? Bien sûr, Major. J'ai cru que vous reconnaîtriez ma voix. Bien sûr que c'était moi. Je suis l'avocate avec qui vous avez parlé au téléphone en début de semaine. Je vous prie de m'excuser, madame, je ne vous ai pas reconnu. Merci d'être passée me voir. Je me suis dit que, puisque vous étiez là, nous pourrions approfondir quelques sujets que nous avons évoqués au téléphone. Si vous êtes d'accord, bien sûr. Bien sûr, maître. Madame suffira, Major. D'accord, madame alors. Permettez-moi de préciser que je ne suis pas un avocat commis d'office, comme vous avez dit. C'est la plus haute hiérarchie qui a payé pour mes services. Ah bon? Eh oui, La plus haute hiérarchie? la plus haute hiérarchie. Excusez-moi, madame, mais je ne comprends pas. Le général, Major. Le général en personne. Le général? Le général? Le général, oui. Vous avez l'air surpris. Non, non, c'est tout juste que je ne m'y attendais pas. Ah bon, et pourquoi? Il encourt un procès, le général, lui aussi. En effet, il est jugé lui aussi, et les chefs d'accusation sont essentiellement les mêmes que les vôtres. Vous ne vous en doutiez pas? Non, bien sûr. Alors, puisque vous étiez dans ce bureau, selon mon collègue, et que je passais par là, je me suis dit que nous pourrions nous entretenir quelques minutes en tête-à-tête. Si vous voulez, naturellement. Bien sûr, bien sûr. Et sans vouloir être indiscrète, qu'est-ce que vous faites ici? Ici? Vous attendez quelqu'un? Oui, j'attends une greffière. Vous attendez une greffière. Oui, c'est ce que monsieur le juge m'a dit. Vous avez donc rencontré un juge. Oui, il vient de partir. Ah bon? Quelques minutes avant votre arrivée. Et que faisiez-vous avec ce juge avant qu'il ne parte? J'ai été convoqué. Convoqué. Non, pas convoqué. J'ai été invité à m'entretenir avec monsieur le juge. Et vous n'avez pas estimé opportun de m'en avertir? Ce n'est pas grave, Major. Laissez tomber. Mais la prochaine fois, prévenez-moi. Bien sûr. D'accord? Bien sûr, maître. Bien sûr, madame. Très bien. Alors, peut-être voudriez-vous que nous évoquions ensemble votre ligne de défense? Comme vous voudrez, madame. Très bien. Mais sachez que j'ai déjà dit à monsieur le juge les motivations de l'action de nos forces armées dans la destitution du président socialiste et le besoin pour la stabilité de la nation d'éradiquer le cancer marxiste. Et quelle a été sa réaction? Pour parler franchement, madame, j'ai eu l'impression qu'il restait imperméable à mes arguments. Imperméable. Avec tout le respect que je lui dois, je suis persuadé que ce juge n'est pas du tout impartial. Je vois. Ou même Oui. qu'il a déjà pris position pour ma condamnation. Pour la condamnation de nos institutions armées, madame. Je vous comprends. Il va falloir que vous soyez très forte, très bien préparée pour être convaincante, je veux dire. Je le sais, Major. Je le sais parfaitement. Voyez-vous, Major,
La difficulté principale de votre défense et de celle des forces armées ayant agi dans la période de 1973 à 1988 consiste à justifier la mise en œuvre de cette doctrine de la sécurité nationale qui a inspiré les services de renseignement et dont vous étiez le principal responsable de la mise en application. J'ai essayé d'expliquer cela... Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Excusez-moi. Le problème, Major, réside dans le fait que les événements dont les forces armées étaient censées protéger le pays se sont avérés être une invention de ces mêmes forces armées, voyez-vous? Mais non, madame. Je sais, vous ne pouviez pas savoir. C'est ce que vous allez me dire. Mais quelles avaient été vos sources d'information, Major? Comment aviez-vous pris connaissance du plan Z attribué au Parti communiste et ses alliés d'extrême gauche? Mon service de renseignement m'avait prévenu, madame. N'était-il pas possible que vous ayez su à l'époque que ces informations provenant de vos propres services étaient fausses? Mais madame... Pire encore, n'était-il pas possible que nous découvrions aujourd'hui que c'était vous-même qui les aviez inventées? Et dans quel but, madame? Déployer nos effectifs dans tout le pays, armés jusqu'aux dents, pour protéger nos concitoyens d'un danger inexistant? En effet, Major, vous avez l'air de convenir avec moi qu'un tel objectif n'est pas crédible. Il faudra donc chercher plus loin. Comment ça, plus loin? Ailleurs, Major, ailleurs! Je ne saisis pas, madame. Il me semble, Major, que nous devrions faire un effort pour nous rapprocher de la vérité. Je ne vois pas ce que vous voulez dire. J'ai toujours dit la vérité. Insinuez-vous que je vous ai menti? Major, votre situation est suffisamment délicate pour continuer à tourner autour du pot, si vous me permettez l'expression. Mais pourquoi, dites-vous? On vous accuse d'avoir été le concepteur d'un système ayant conduit à la mort de plusieurs dizaines de milliers de personnes, ou à leur disparition, ce qui revient au même en pratique, n'est-ce pas? J'ai expliqué à monsieur... Vos explications reposent sur des faits qui se sont avérés faux, et dont l'invention sera, sans le moindre doute, attribuée à votre institution, voire à vous-même. Êtes-vous parfaitement conscient de cela, Major? Oui, madame, oui. Mais moi, je n'ai rien à me reprocher. Je n'ai rien inventé. Et j'aimerais bien savoir quelle est votre position à ce sujet. Ma position? Oui, madame, votre position. La mission d'un avocat, Major, est donc la mienne, et de défendre son client. Je n'ai pas besoin de position à prendre, comme vous dites. Je ne suis pas face à un processus électoral où je dois choisir mes candidats préférés conformément à mes convictions politiques ou morales. Vous pourriez donc défendre quelqu'un que vous considérez coupable? Je ne me poserai même pas la question, Major. Ah. Si j'étais la parole des partis civils ou du ministère public, je ferais tout pour prouver votre culpabilité. Dans le cas présent, je suis là pour vous défendre, c'est-à-dire pour que vous soyez déclaré non coupable. Ou alors, si votre condamnation est inéluctable, pour que la peine que vous allez encourir soit réduite au strict minimum. Parce que vous n'ignorez pas que vous risquez 500 ans de prison, n'est-ce pas? La vérité importe très peu, alors. Bien au contraire, Major, bien au contraire. Je ne saurais être performante dans mon argumentaire si vous ne me disiez pas la vérité. Autrement, si l'on prouve que j'ai menti, que j'ai caché des faits ou que j'ai altéré la vérité, alors je serai automatiquement discrédité et j'aurai échoué misérablement dans la mission que l'on m'a confiée, aux grandes dames de votre personne, évidemment. Bien. Bien quoi, Major? Bien, madame. Cela n'était pas ma question, Major. Qu'est-ce que vous avez voulu dire par « bien » ? Ah oui, la vérité. La vérité, alors. Mais quelle vérité? Il faut que nous décrivions le plus précisément possible, le plus clairement possible, ce que vous avez fait en tant que directeur des services de renseignement et quelles ont été les raisons qui vous ont conduit à prendre les décisions que vous avez prises. D'accord. Cela dit, nous devons nous restreindre au contexte défini par les chefs d'accusation, naturellement. J'ai suivi l'ordre de créer un service de renseignement efficace en temps de guerre. Il fallait redonner à la patrie sa liberté et la purger des terroristes d'extrême gauche qui allaient instaurer une dictature du prolétariat comme à Cuba et dans l'Union soviétique. Une dictature marxiste-léniniste dont le pays ne se serait jamais débarrassé. Nous avons suivi une formation professionnelle spécifique pour accomplir ce devoir de patriotisme.
Avez-vous reçu la reconnaissance que vous attendiez de la part de vos supérieurs? Nous avons été récompensés avec des primes de salaire importantes pour le faire. Et moi, je l'avais fait le mieux que je pouvais. Avez-vous incité vos effectifs à torturer les personnes détenues? Avez-vous instruit votre personnel sur les modalités de le faire? J'ai déjà tout dit à monsieur le juge, madame. Je ne lui ai rien caché. Vous aurez sans doute accès à toutes mes déclarations. Je n'ai connaissance d'aucun nouvel interrogatoire officiel mené par le juge d'instruction, Major. Et vous savez très bien que les interrogatoires précédents, vous n'avez pas été très loquace. Ah, c'est vrai, ce n'était pas un interrogatoire, c'était une conversation. Mais, Major, depuis quand se fait-il qu'un détenu puisse tenir une conversation avec le juge et instruire son cas? Eh bien, moi, je n'en sais rien, madame. Monsieur le juge m'a dit que notre conversation était le résultat d'un accord entre le président de la République et le commandant en chef de l'armée de terre. Entre le président de la République et le commandant en chef de l'armée de terre? Oui, madame. Alors j'ai considéré qu'accepter cette conversation était une sorte d'obligation pour moi. Vous n'avez pas pensé qu'il était prudent de me consulter avant d'accepter? Nous n'avions pas encore été mis en relation, madame. Je veux dire, quand j'ai été invité à venir ici. Et dites-moi, cette conversation, comment s'est-elle déroulée? Bien. Enfin, ici, juste avant votre arrivée, je peux vous répéter mot à mot ce que j'ai dit à monsieur le juge. J'ai dit la vérité, madame, la seule vérité que je connaisse. Est-ce que ce juge vous a demandé de lui confier vos sentiments? Mes sentiments? Je ne comprends pas, madame. Votre ressenti, Major, ce que l'homme que vous êtes a éprouvé dans la fonction que vous avez exercée lors de la prise d'une décision mettant en danger la vie d'autrui. Je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que je commence à oublier la conversation avec monsieur le juge. Les détails, je veux dire, les questions précises qu'il m'a posées. Alors, Major, c'est moi qui vous pose la question. Qu'avez-vous ressenti quand vous preniez une décision qui pouvait mettre fin à la vie de la personne interrogée? Ce que j'ai ressenti? Rien, je suppose. Enfin, j'ai pensé que j'accomplissais mon devoir, que je sauvais des vies innocentes, que je contribuais à éviter un attentat terroriste, un carnage. Êtes-vous fier de votre façon de réaliser la mission qui vous avait été confiée, Major? Fier? Je ne sais pas. Je suppose, oui. Je suppose que j'étais fier, oui. De toute façon, est-ce que j'avais vraiment le choix, hein? Il faut que vous compreniez, Major, que nous allons jouer sur ce registre pour structurer votre défense. La question d'avoir le choix ou non deviendra peut-être le centre du débat, voyez-vous. C'est vous qui avez décidé d'orienter la défense en cette direction-là? Il me semble, Major, que la verticalité du commandement militaire recentre naturellement la question des responsabilités individuelles autour de l'existence du choix. Ne croyez-vous pas? Vous voulez établir ma défense sur la base de l'impératif d'obéissance? N'êtes-vous pas d'accord avec moi? Dans une certaine mesure, oui. Moi-même, j'ai dit à mes hommes que j'assumerais l'entière responsabilité pour ce qu'ils allaient faire sous mon commandement. C'est en partie pourquoi on vous rend responsable des exactions de vos subalternes, voyez-vous? À l'époque, l'avenir du pays était en péril, madame. N'importe quel soldat aurait fait comme moi. Je crains bien que non, Major. Mais les soldats qui ne vous ont pas suivi dans votre raisonnement et les mesures qui en ont découlé ont été fusillés pour trahison à la patrie, n'est-ce pas? Mais c'était des traîtres! C'était des traîtres! Et vous, en revanche, vous étiez un homme loyal. Évidemment. Loyal envers qui? Loyal relativement à quoi, Major? Parlez-vous de votre loyauté à vos supérieurs? Au général, pour être plus précis? Ou à la patrie, Major? Ou à des valeurs qui transcendent à la fois la patrie et la hiérarchie, peut-être? Vous m'embrouillez avec tout ça. À quoi bon? Le général et la patrie, c'est pareil, non? Et quelles autres valeurs pouvons-nous avoir, nous les militaires, si ce ne sont pas celles de la patrie, hein? Êtes-vous croyant, Major, comme on le dit dans les médias? Bien sûr, et quelle question? Catholique, je suppose? Mais bien sûr. Pratiquant? Croyants, chrétiens, catholiques, pratiquants, et tout ce que vous voudrez rajouter d'autre. Major,
Vous connaissez sans doute les 10 Ne commandements. me sortez pas Moïse et les 10 commandements, s'il vous plaît. C'est trop facile, beaucoup trop facile, parce que nous étions en guerre, vous comprenez? Nous étions en guerre. Comme il n'y a aucune preuve que l'ennemi dans cette guerre ait été armé, je pense qu'il vaudrait mieux ne pas axer nos arguments sur cette idée, Major. Mais madame, s'il n'y avait pas eu cette guerre, s'il n'y avait pas eu le risque imminent que le communisme s'empare du pays, alors dites-moi, pourquoi les forces armées seraient-elles intervenues? C'est précisément la question que nous allons entendre lors du procès, Major. Et je ne vous crois pas capable d'y répondre. On tourne en rond, on tourne en rond. Qu'attendez-vous de moi, hein? Dites-moi, qu'est-ce que vous attendez de moi, hein? Une introspection sincère et profonde, Major, pour dresser les piliers de ma défense, ou plutôt de votre défense. Une introspection sincère et profonde. Mais de quoi parlez-vous, hein? De quoi parlez-vous? De vous, Major. Je parle de vous. J'attends de vous que vos motivations réelles, vos objectifs ultimes ne soient dits par vous-même. Comprendre, Major. Réussir à vous comprendre. Montrer au monde entier qui vous êtes. Et ainsi obtenir un verdict de non-culpabilité. J'espère. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Ce que j'en dis, je n'en sais rien. Major, est-ce si difficile pour vous de vous confier à vous-même, de répondre avec honnêteté à la question de savoir ce que votre conscience vous dictait dans les moments les plus difficiles de votre carrière durant les années de la dictature militaire? Réfléchissez, Major! Réfléchir, madame? Oui, Major, réfléchir! Réfléchir. Il est temps encore d'interroger votre conscience et de lui demander des comptes. Dans quelques semaines, dans quelques jours, peut-être ce sera trop tard. Pensez-vous que la réflexion soit une mission d'un soldat en temps de guerre? Non, madame, non! Mais enfin, Major, bien sûr que si. L'objection de conscience, vous ne la connaissez donc pas? L'objection de conscience, madame! L'objection de conscience, Major. L'excuse des lâches et des traîtres, madame. Parce que c'est exactement ça. Fuir ses responsabilités. Voilà l'objection de conscience. Trop dur, trop pénible, je me tire. C'est ça l'objection de conscience. Major, si vous étiez intimement convaincu de la nécessité et de la conformité de vos ordres dans le cadre du système de sécurité nationale que vous avez installé dans notre pays avec une efficacité remarquable et redoutable, il faut que je le sache. Il est absolument indispensable pour que je puisse construire mon argumentaire de défense. Il ne s'agit pas de me former un jugement sur vous, mais de vous défendre le mieux possible, comme je vous l'ai déjà expliqué. Vous cherchez des aveux? Non, Major, je ne vous demande pas de m'avouer quoi que ce soit. Je vous demande simplement de me faire connaître votre positionnement déontologique dans le cadre de votre mission et de vos fonctions dans cette mission. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne suis pas certain de comprendre, madame. Vous utilisez des mots dont certains m'échappent. Comment ça vous échappe? Enfin, je veux dire que leur vraie signification m'échappe dans la situation où je me trouve. Écoutez, Major, Mais je vous écoute, madame. je dois vous quitter maintenant. Je vais vous laisser avec votre conscience. Réfléchissez à tout ce que vous avez fait. Comme vous êtes croyant, pensez aussi à votre procès dans l'au-delà. Nous, les êtres humains, nous sommes imparfaits. Nous pouvons nous tromper. Notre justice est très probablement imparfaite, elle aussi. Mais je vais faire tout ce que vous me permettrez de faire pour vous éviter quelques centaines d'années de prison, Major. Bien, madame. Je vous en remercie, madame, naturellement. Nous allons nous revoir sans doute, Major. Dans quelques jours, probablement. Soyez patient et tenez-moi au courant de vos réflexions. Oui, madame. Estimez-vous heureux, Major. Vous êtes ici dans ce qu'on pourrait appeler l'antichambre, voyez-vous. L'antichambre, madame? L'antichambre, oui. La salle d'attente, si vous préférez. Comment ça, la salle d'attente? Je ne vois pas ce que vous voulez dire, madame. La salle d'attente de votre procès, Major. Ah, en ce sens. Oui, je sais, mon procès va bientôt commencer. Mais justement, aucune date ne m'a été précisée. Avez-vous des informations à ce propos? J'en aurai bientôt, Major. Pour l'instant, vous êtes censé réfléchir, comme je vous l'ai dit. Vous m'avez signalé une autre conversation avec un juge dans ce bureau juste avant mon arrivée. C'était aussi une opportunité que vous avez eue de réfléchir à vos actes et à leurs conséquences, Major.
à la façon dont vous avez accompli votre mission au sein des forces armées. J'avoue que je ne vous suis pas très bien, madame. Pour être franc, vos propos me font un peu peur, je dois l'admettre. Pourquoi parlez-vous en ces termes si cryptiques, si on peut les qualifier ainsi? Mais non, Major. Qu'allez-vous chercher? L'important, ce ne sont pas les termes que j'utilise, mais les résultats de votre examen de conscience. La réussite de ma défense en dépend. Mais je ne vais pas insister. Je pense que vous l'avez compris, au fond de vous-même. Gardez cette entrevue pour vous. D'accord? D'accord, madame. Ne parlez de notre échange d'aujourd'hui à personne. Les propos que nous échangeons, vous et moi, font partie du secret professionnel de la défense. Bien sûr, madame. Et surtout, soyez honnête, Major. Je n'aurais pas dû accepter cet interrogatoire. Juge, greffière, avocat, ministre, politicien de tous bords, tous les mêmes, tous des cons. Qu'est-ce que je m'emmerde ici? Ma conscience. C'est quoi ma conscience? Foutaise, toute une vie pour la patrie, ça oui, ça je connais moi. Oui, ça je sais de quoi je parle moi. Et maintenant je suis remercié avec 500 ans de prison. Non, non, ça ne va pas du tout. Ça ne marche pas comme ça. Pas 500 ans de prison. Pas 500 ans de prison, non. Ni 50, ni 10. Non, même pas une seule année de prison. Pourquoi personne ne comprend rien? Pourquoi est-ce si dur de comprendre ce que nous avons fait? Pourquoi moi je ne comprends pas le fait que les autres ne comprennent pas? Le général va prendre la situation en main. Le général va me sortir de ce cauchemar. Il l'a toujours fait. Ils vont voir ces salauds. Ils vont voir ces salauds. Mais pour qui se prennent-ils ces connards? Ma conscience... Ma conscience, je vous encule avec ma conscience. Ils vont voir ces salauds. Ah, les lâches. Il n'y a rien de pire que la lâcheté. Il n'y a rien de pire. Rien de pire que... Rien de... Désolé, monsieur le juge. Apparemment, je me suis endormi et je rêvais que... Enfin, j'ai entendu une détonation dans mon rêve et cela m'a réveillé. Excusez-moi, j'ai été retenu. On va arrêter la musique. Excusez-moi donc de vous avoir fait attendre. Pardon? J'ai été retenu par un collègue au tribunal. Ce n'était pas mon intention de vous faire attendre. Bien. Êtes-vous prêts? Pouvons-nous commencer? Quoi? Je ne saisis pas très bien. Comment c'est quoi, monsieur? Nous avions fini notre entretien, n'est-ce pas? Avez-vous peut-être oublié de me dire quelque chose? Votre greffière n'est pas venue, monsieur le juge, mais j'ai parlé avec mon avocate. Je me demandais si... Votre avocate? Mon avocate, oui. Quelle avocate? L'avocate que le général a payée pour me défendre. Nous avons eu un entretien téléphonique en début de semaine, et ce matin, elle était au tribunal, et elle est venue me rencontrer pour nous entretenir en privé. Alors, je me suis dit Le général aurait payé un avocat pour vous défendre. Ben oui, une avocate, monsieur le juge. Je viens de vous le dire. Elle était au tribunal ce matin. Un collègue lui a dit que j'étais ici. Elle est venue me rencontrer pour nous entretenir en privé. Alors, je me suis dit Je ne sais pas de quoi vous parlez. On vous a désigné un avocat commis d'office. C'est du moins ce qu'on m'a dit. On vous a pas dit la même chose? Quoi? Un avocat commis d'office? Oui, c'est ce que j'avais compris au départ, mais comme je viens de vous le dire, ce matin... Écoutez, je vous propose de nous concentrer plutôt sur la réunion que nous devons tenir ce matin. Si vous voulez bien, je vous réitère mes excuses pour mon retard. Ce serait bien que nous commencions tout de suite, d'accord? Mais nous avons déjà tenu cette... Alors, dites-moi, comment préférez-vous que je vous appelle? Je ne vous comprends pas, monsieur le juge. Mais enfin, Contreras, voulez-vous que je vous traite de major, oui ou non?